Notre invité politique sur LCI Radio Classique ce matin, c'est Benoît Apparu. Bonjour. Bonjour. Député de la Marne, maire de Châlons en Champagne. Merci d'être avec nous ce matin. Voilà un homme d'ailleurs, que Manuel Valls aurait aimé rencontrer aujourd'hui au milieu de réunions un petit peu musclées avec les députés socialistes sur le plan d'économie ou encore avec les présidents des départements et des régions, car Benoît Apparu est prêt à voter le plan d'économie. Enfin presque, c'est ce que vous avez dit. Non, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. J'ai dit que je n'avais aucune opposition de principe à voter un texte en provenance du gouvernement. C'est pas parce qu'il vient du gouvernement qu'il est par essence mauvais. Et comme j'ai plutôt envie de sortir des manichéismes ambiants, où par principe, entre guillemets, tout ce qui vient de la gauche est mauvais, ou vice-versa quand nous sommes dans la majorité. Vous êtes un peu fait taper sur les doigts par vos camarades, non, parce que vous étiez un peu plus précis que ça. Vous disiez qu'il est dans le bon sens. Je vais préciser les choses. Okay. Premier point, c'est une question de principe. Deuxième point, les économies qui sont proposées, pour certaines d'entre elles, me vont. Mon problème, pour l'instant, dans la direction, dans l'orientation... le gel des salaires dans la fonction publique pendant 3 ans, ça vous va? Le gel des salaires dans la fonction publique, un certain nombre de mesures comme ça me vont. Les gels des pensions pendant 1 an et demi? Gel des pensions pendant 1 an et demi, ou bien, pour ce qui concerne les collectivités locales, qui doivent, me semble-t-il, participer à due concurrence de leur poids dans la dépense publique aux économies à réaliser. Mon problème, pour l'instant, c'est que je n'ai pas les détails qui vont bien. Je m'explique. On nous dit 10 milliards d'euros d'économies sur le médicament. Enfin, sur la santé, pardon. Bon. Quel est le détail? Exactement la même phraséologie que depuis 20 ans. On va mieux organiser les réseaux de soins, on va faire un effort sur les génériques et la consommation du médicament, etc., etc. Bref, on nous sort des martingales que l'on nous sort dans à peu près tous les plans que vous sortiez depuis aussi 20 ans. Quand vous étiez au pouvoir, vous êtes d'accord? On dit depuis 20 ans, ouais. je nous inclus évidemment. C'est ce qui vous caractérise dedans. D'ailleurs souvent, vous avez l'impression, vous renvoyez un peu dos à dos ce qu'a fait la droite, ce que fait la gauche. C'est pas dos à dos. Il faudrait que vous expliquiez ce que vous feriez de différent. En tout état de cause, je vais y venir si vous le souhaitez, en tout état de cause, j'ai le sentiment qu'il y a quelques sujets, quelques réformes que nous n'avons menées ni les uns ni les autres, et que justement ce côté très manichéen, où on a le sentiment en France que par principe, tout le monde s'oppose, alors qu'il peut y avoir des contenus similaires, ça me gêne. Bon. Et donc, je disais simplement la chose suivante. Moi, je veux des détails, je veux du contenu, je veux de la précision. Je veux savoir ce qu'il en est concrètement. Vous allez le savoir dans les jours qui viennent, normalement. Aujourd'hui, je trouve ça assez vague. D'accord. Et je trouve ça d'autant plus vague quand je lis certains journaux ce matin qui nous expliquent qu'en fait, Manuel Valls, comme Bercy, attendent le retour de la croissance pour réduire les déficits. Ça permet de faire moins d'économies, en fait. Voilà. Et en gros, c'est bien le problème. Pourquoi? Quand vous nous dites gel du point d'indice des fonctionnaires ou gel des prestations, vous faites 0 € d'économie. Parce que vous dépensiez 100 en salaire de fonctionnaire, si vous gelez, vous dépensez toujours 100. Donc vous avez fait 0 économie. C'est des fausses économies. C'est une progression moins forte que prévu. C'est une progression moins forte que prévu, qui est intéressante pour réduire le déficit, à une condition: que vous ayez de la croissance pour augmenter les rentrées fiscales. Or, cette équation-là ne marche pas pour l'instant, puisqu'il y a moins de rentrées fiscales qu'attendu. Résultat, le déficit ne baisse pas, et comme on n'a pas fait les économies des dépenses, on a effectivement une augmentation des dépenses et donc du déficit. Donc il y a peu de chances que vous votiez finalement le texte, in fine. Il y a peu de chances finalement, parce que là encore, je trouve qu'il n'y a pas les économies suffisantes, il n'y a pas les réformes structurelles. On parle du gel du point d'indice. Sauf qu'on maintient l'argument de campagne électorale de François Hollande sur on baisse pas le nombre de fonctionnaires. Si vous gelez le point d'indice et que vous ne diminuez pas le nombre de fonctionnaires, les économies effectivement réalisées seront faibles. Alors, autre sujet aujourd'hui dans le bureau du Premier ministre, puisqu'il rencontre les présidents des départements et des régions, la réforme territoriale. Comment vous l'avez reçu aussi, cette réforme? C'est-à-dire, je rappelle, division par 2 du nombre de régions, sous la base du volontariat dans un premier temps, et puis suppression des départements, enfin des conseils généraux plutôt, à un peu plus moyen terme, 2021, je crois. C'est un peu le même schéma. Sur le principe, il nous faut une réforme territoriale. Et je dis sur le principe parce que le problème, c'est que là encore, ça fait 20 ans qu'on en fait à peu près une tous les 6 mois. Je vous rappelle qu'on sort à peine d'une réforme territoriale qui a été votée il y a 3 mois, qu'on nous en installe une nouvelle. Qu'il nous faut effectivement une réforme territoriale durable pour qu'on arrête d'en faire une tous les 6 mois. Est-ce que vous aviez voté la précédente majorité était la bonne, selon vous, vraiment, objectivement? Pour moi, oui. Je pense que c'était la bonne. Donc on fusionnait les conseillers. Parce qu'elle fusionnait en gros la région et le département, en commençant par les élus, pour créer de la cohérence. Bon. De fait, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont fusionner les régions et les départements
en supprimant les départements. Le problème, c'est quoi? C'est que cette réforme, elle est compliquée à faire. Pourquoi on la repousse dans 6 ans? Dans 6 ans, on nous a annoncé cette Les réforme. régions, c'est plus rapide normalement si elles sont volontaires. Les régions, c'est pour dès 2015 si elles sont volontaires. Sinon, 2017. Et 3 ans après, on fait le département. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça ensemble, au même moment, tout de suite? Que le Premier ministre ait le courage d'aller au Congrès à Versailles avec cette réforme-là. On fait une réforme constitutionnelle sur ce seul sujet-là, et je suis quasiment convaincu qu'il pourrait avoir une majorité pour voter cette réforme-là, parce qu'on en a besoin. Mais quel Vous est le rêvez au sens fond d'union nationale sur tous les sujets. Je vous pas entends sur souvent. pas sur tous, mais je me dis effectivement que sur quelques réformes, on pourrait essayer de travailler dans la même Est-ce que c'est vraiment direction. possible avec la Ve République et le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui? Malheureusement, le système manichéen tel qu'il existe aujourd'hui, la Ve République telle qu'elle existe aujourd'hui, rend ce type d'accord, entre guillemets, difficile. Peu importe. Mais qu'au moins le gouvernement ait le courage de le faire vite. Aujourd'hui, il nous dit, je le ferai dans 6 ans. Entre-temps, il y aura juste eu une nouvelle élection présidentielle. Ça n'a pas de sens. Vous y croyez, vous, à cette éventualité d'une dissolution lorsque Non. le gouvernement n'aurait plus de majorité Je n'ose pas y socialiste? croire. Je n'ose pas y croire. Pourquoi? Ça voudrait dire quoi? Que le président de la République dirait, grosso modo, j'y arrive plus, faites à ma place. Et ça voudrait dire qu'un président de la République organiserait une dissolution exclusivement avec comme arrière-pensée sa réélection 3 ans plus tard. Déjà, Ou 2 ans plus tard. Ça n'aurait aucun déjà le sens. transfert du pouvoir. S'il Ah, mais- dissout, il sait qu'il va perdre la C'est majorité. bien pour ça. S'il dissout, il sait qu'il va perdre. Donc ça voudrait dire, j'y arrive plus, je vous passe le bébé. Mais s'il n'y a pas assez de députés socialistes qui votent, Ah, mais ça, soit c'est son dans les problème. prochaines semaines, soit à la Ça, rentrée, c'est son problème, le budget. entre guillemets. À lui Est-ce que- de savoir organiser sa Est-ce que majorité. vous nous parlez d'union Un nationale, chef- est-ce que vous accepteriez une un majorité chef- un peu plus élargie avec quelques centristes ou quelques Un UMP chef- bon teint comme vous? Un chef, il est là pour organiser sa majorité. Quand en l'espace d'une semaine, j'ai un premier contre-plan de 35 milliards, un second contre-plan de 50 milliards, qui n'est pas un contre-plan d'ailleurs, puisque les propositions des députés socialistes aujourd'hui sont exclusivement des augmentations d'impôts. Pas des économies, des augmentations d'impôts. Donc ces deux plans-là n'existent pas sur le fond, parce que ce sont encore des plans, comme d'hab, d'augmentation d'impôts. Simplement, qui est plutôt aujourd'hui le chef de la majorité? Normalement, c'est C'est Manuel Valls, c'est le illisible. Premier ministre. Ben, Normalement. pour l'instant, on a doit- un Premier ministre et un Président de la République qui n'ont pas la capacité, semble-t-il, de faire voter leur texte à l'Assemblée nationale, ou alors en tout cas qui ont un tel remue-ménage idéologique dans leur parti qu'on ne sait plus Ben, qui on va verra où. la semaine prochaine, le 29, Et donc, les pour orientations répondre budgétaires sur Pour d'autres répondre pluriannuels. à votre question, l'objectif n'est pas d'élargir la majorité à telle ou telle personne, ça n'aurait aucun sens. L'objectif n'est évidemment pas d'essayer de raccrocher 3 bouts de centristes ou 3 bouts du MP pour voter quelque chose. Je ne me prêterai évidemment jamais à ce type de petit jeu-là. Je considère simplement qu'aujourd'hui, nous avons, pas politiquement parlant, mais la France a besoin de faire 5 ou 6 réformes indispensables et que ce gouvernement ne s'engage toujours pas dans la bonne direction. Est-ce qu'il faut aller voter le 25 mai pour les européennes et pourquoi? Parce que je vous pose la question de manière un peu abrupte, parce qu'on a quand même l'impression que quoi qu'on fasse, de toute façon, maintenant qu'on est 28, on n'arrivera pas à changer le cours des choses et de l'histoire, et que finalement, l'Europe fonctionnera comme elle le fonctionne aujourd'hui, c'est-à-dire avec beaucoup de manques et de défauts. Je ne partage pas votre analyse sur les manques et les défauts de l'Europe. Prenons un exemple. Est-ce qu'il y a en Europe des pays qui s'en sortent bien? Oui, il y en a. Et pourtant, ils ont les mêmes règles que nous. Mais peut-être parce que l'Allemagne peut-être. a une monnaie qui correspond à sa structure économique, mais c'est sa tout à fait structure possible. Mais ça veut dire industrielle, que ça avec une marche. industrie Non, mais ça veut compétitive dire que qui c'est- peut exporter à des prix élevés. Ben voilà, vous avez fait le raisonnement à ma place. Oui, sauf que nous, on n'y arrive pas. Eh ben, ça veut dire que c'est peut-être pas le problème de l'Europe alors. Le problème, il est peut-être pas en Europe. C'est pas parce qu'en gros, on a des règles européennes qui effectivement font qu'en France, ça marche moins bien, que c'est la cause de l'Europe. C'est peut-être parce qu'on fait pas les réformes nécessaires en France. On en revient à ce qu'on fait. Arrêtons de prendre l'Europe pour le bouc émissaire Mais de toutes autre nos sujet, difficultés. par exemple, regardez comment la directive travailleurs détachés n'est pas appliquée ou mal appliquée. C'est bien la faute de l'Europe si Mais c'est les bien. règles ne sont pas respectées. Mais là encore, c'est pas parce que vous fixez une règle et qu'elle est mal respectée que c'est celui qui a fixé la règle qui est en problème. C'est celui qui a du mal à la faire respecter. C'est parce que les Là inspecteurs du encore, travail en ayons- France ne font pas respecter la Mais- loi et- sur le travail, c'est ça. Mais là, c'est Non, je- exactement votre raisonnement qui consiste à dire que le problème n'est pas la règle, mais son application. Bah, appliquons bien la règle et la règle ne posera plus de problème. Donc La question c'est la responsabilité de fondamentale qui d'appliquer pour les moi, règles c'est des la États. responsabilité des États. Aujourd'hui, si même nos amis grecs commencent à sortir la tête de l'eau, semble-t-il, si les Espagnols, les Italiens s'en sortent un peu mieux
que nous, aujourd'hui, si l'Allemagne s'en sort très bien et d'autres pays, effectivement, arrivent, comme l'Autriche, à bien s'en sortir sur le plan économique, ça veut bien dire que ce ne sont pas les règles européennes des déficits ou la monnaie européenne qui posent problème, ça veut dire que c'est nous qui n'avons pas fait les réformes nécessaires pour s'adapter à ce cadre-là. Alors les réformes nécessaires, je sais que vous avez un peu regretté que le débat sur le Speak Jeune ne dure que 48 heures. Mais pourquoi ? parce que je regrette que par principe, on balaye des questions. C'était une bonne idée, Quel est ça, ce pays de baisser le salaire minimum pour les jeunes ou pour les autres d'ailleurs. Je vous ai parlé du débat. Mhm. Sincèrement, je suis partagé sur cette idée-là. Parce que je trouve qu'il y a de bonnes choses pour mettre le pied à l'étrier aux jeunes. Et je préfère un jeune qui travaille, même en était payant un peu moins bien qu'un jeune qui ne travaille pas. De l'autre, je trouve que les différenciations de salaire ne sont pas des bonnes idées. Donc je suis partagé sur ça. Ce qui me choque profondément, je dirais presque m'énerve profondément, c'est que on a des tabous en France. Et dès qu'on prend un mot, SMIC jeune, faire payer l'université, ou je sais pas quoi, ou la sélection, hop, est-ce que c'est pas parce tabou que généralisé. la droite aussi, parce qu'on a vu que la droite a fermé le débat aussi, Mais parce tout le monde a qu'elle fermé le a eu débat. peur des précédents, C'est le exactement CIP. ça. Et je regrette justement que nous n'ayons pas en France la capacité de poser un débat, non pas pour des arrière-pensées politiques ou politiciennes des uns et des autres, mais simplement se posant la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Point. Efficace, pas efficace. Ouvrons les débats. Si dans 3 mois, sur une question de salaire jeune, on s'aperçoit économiquement parlant que c'est pas une bonne idée, eh bon, on le fera pas, mais au moins on aura abordé la question. Votre champion, c'est toujours Alain Juppé. C'est toujours Alain Juppé, bien sûr. Et donc il faudra qu'il y ait une primaire entre lui et Nicolas Sarkozy. Il faudra probablement une primaire, même si je ne suis pas un grand fan des primaires. En tout état de cause, je suis convaincu aujourd'hui que les deux qui peuvent incarner le leadership pour la suite, c'est effectivement Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. J'ajoute surtout que 2017, c'est très loin, et qu'on pourrait peut-être en parler un tout petit peu moins. Petite question d'actualité aussi. Vous savez qui vous veut du mal dans votre région ? Parce que vous avez révélé à l'AFP que votre numéro de téléphone portable avait été placardé sur des annonces immobilières à Reims, des fausses annonces immobilières. Vous avez été obligé de changer de numéro parce que vous avez été évidemment appelé par des gens qui protestaient contre le fait qu'on mettait leur maison en vente, contre leur gré. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez déjà ou pas ? Non, pas précisément. Il y a effectivement quelques petites informations qui circulent ici ou là, mais je ne sais pas du tout ce qu'il en est pour l'instant. Mais vous avez porté plainte ? Mais j'ai porté plainte, effectivement, samedi dernier pour ce fait. Oui. Encore une question très concrète d'actualité. Je ne sais pas quand vous étiez ministre du Logement, si vous aviez regardé de près le dossier des résidences aménagées pour seniors. Vous savez, des appartements qu'on achète avec un service en plus. On s'aperçoit aujourd'hui que le coût du service par mois est délirant, 600, 800, 1000 euros par mois, ce qui fait que ces résidences sont souvent non louables et non vendables. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez là peut-être manqué de réglementation à l'époque ? En France, on manque toujours de réglementation. Peut-être qu'on pourrait en faire un petit peu moins, parce qu'après, on va nous dire qu'il y a trop de normes en France. Donc arrêtons ça. Il y a un modèle économique qui est proposé. Dans un certain nombre de cas, ça fonctionne. Dans d'autres, ça ne fonctionne pas. Là encore, c'est aux opérateurs économiques de faire leur job et de bien le faire. Et de bien calibrer le prix par rapport à ce qu'ils font. Il y a 2 choses à distinguer. Il y a la construction d'un bâtiment et le modèle économique qui sort un loyer à 600 ou 700 euros pour effectivement que le bâtiment soit remboursé dans ses murs. C'est le supplément pour les services. J'entends bien. C'est bien pour ça que je vous dis, il y a le loyer correspondant à l'amortissement, grosso modo, des murs. Et il y a ensuite un service, entre guillemets, hôtelier qui est proposé et qui peut être à ce moment-là sur des factures trop élevées. Ça, c'est un problème de modèle économique de boîte. Arrêtons, sous prétexte que tel ou tel secteur d'activité va avoir des difficultés avec son modèle, de considérer qu'il faut impérativement une réglementation, une loi nouvelle, parce qu'ensuite on va nous dire, bien évidemment, qu'il y a trop de lois, trop de normes, mais tout le monde en réclame tous les 4 matins. Merci beaucoup, Merci à vous. Benoît Paru, député UMP de la Marne, d'avoir été sur Radio Classique et LCI ce matin.